Je souhaite vous présenter en quelques mots mon mémoire qui est intitulé « Évaluer le système de défense des États en situation de défaillance militaire » qui a été fait dans le cadre de mon Master 2 de sécurité internationale et de défense à Lyon 3. Ce mémoire a été une réponse à une problématique qui est concrète. Vous avez certainement dû entendre parler du fait que certains soldats français aident l'armée irakienne ou malienne à former et structurer des armées étrangères. C'est un mode d'action qui a appelé le partenariat militaire opérationnel et qui est utilisé dans de nombreux pays et depuis un certain nombre de temps. Cependant, vous savez également, vous avez certainement vu que le Mali ou l'Irak ont été justement profondément atteints par des groupes terroristes en 2012 et en 2013 qui sont allés jusqu'à maîtriser une grande partie du territoire de ces deux États. Et ce, malgré justement cette assistance militaire qui a été offerte à ces États, notamment par la France au Mali et principalement par les États-Unis en Irak. Donc face à ce constat, j'ai essayé de comprendre pourquoi les armées qui étaient forgées et formées par ces grandes puissances militaires ont été défaillantes au premier ennemi venu. Une partie de la réponse est la suivante. La France, comme les États-Unis notamment, se contentait de plaquer plus ou moins leur modèle sans réelle compréhension des mécanismes politiques, institutionnels et culturels profonds de leurs partenaires et les offres de formation qui étaient pour beaucoup réalisées ad hoc sans réelle continuité, analyse des besoins concrets pris dans une perspective large de programme à long terme. Concrètement, par exemple, on faisait une formation pour apprendre à des soldats maliens, par exemple, à tirer sur tel armement, sauf qu'on ne se rendait pas forcément compte qu'ils n'avaient ni le personnel, ni les moyens financiers, ni économiques pour doter l'ensemble de leurs unités de cet armement-là, sur lesquels on les formait, ni les moyens de stocker cet armement, de l'entretenir, et même pas les munitions pour le mettre en œuvre. Comme dit l'un de mes camarades du CPMO, le problème c'est qu'on offre la cerise sur le gâteau avant même d'offrir le gâteau. Donc avec l'aide de mon directeur de recherche, le lieutenant-colonel Pierre de Solage, chef d'état-major du Centre Terre pour le partenariat militaire opérationnel, j'ai dans ce mémoire développé un outil qui permet de réaliser un état des lieux de l'ensemble de l'outil de défense des États partenaires, que ce soit sur des aspects organisationnels, comme la structure de l'outil de défense, l'outil RH, le système de recrutement, de formation, etc. Mais aussi des aspects plus opérationnels, allant du système de planification au système de commandement, de conduite, en passant par les capacités de renseignement, de coordination, d'appui, de soutien et les capacités techniques des unités. Et enfin, il m'a semblé aussi important de voir les aspects socio-psychologiques, à savoir la confiance et la loyauté accordées par les militaires à l'institution, à leur armée, mais aussi cette confiance et cette loyauté de la population envers leur armée. Donc sur près de 250 pages, j'ai essayé de détailler, critère par critère, les éléments à évaluer pour pouvoir mieux cerner les besoins de l'armée partenaire et ainsi offrir un programme de partenariat militaire plus adapté. L'objectif étant que ces armées, au final, l'armée de ces États soit assez crédible pour favoriser leur sécurité et permettre la paix. Ce travail de recherche est un outil qui est désormais concrètement utilisé par l'armée de terre, puisque suite à cette production, j'ai été recruté par le Centre Terre pour le partenariat militaire opérationnel, d'abord en tant que stagiaire et maintenant en tant que militaire. Puis j'ai, dans le cadre de cet emploi, transposé ce travail de recherche en une grille d'évaluation opérationnelle. Et le but, c'est ensuite de la mettre en œuvre dans les pays avec lesquels nous avons un partenariat et une coopération militaire. Je me suis interrogée sur l'appropriation et la militarisation de l'espace extra-atmosphérique. Un droit de l'espace a été élaboré. Les capacités spatiales sont devenues indispensables à la défense. Cependant, elles sont vulnérables. Les récents tirs indiens et japonais, par exemple, qui peuvent le démontrer. Ils succèdent aux tirs plus anciens chinois, américains et russes, qui le confirment d'ailleurs. Depuis la Terre, des missiles peuvent détruire des satellites. Ça produit des débris spatiaux qui compromettent la circulation aérospatiale. On a donc tous un intérêt à éviter ces débris. La militarisation est confirmée, et donc il peut y avoir cette arsenalisation, à travers le déploiement de défenses antimissiles ou de satellites anti-satellites. Il n'y a cependant pas encore belligérance, ce qui obligerait à appliquer dans l'espace extra-atmosphérique le droit des conflits armés, dont M. Cumin est un spécialiste, ou à en créer un, d'ailleurs.
ciblée sur l'aérospatiale. Dans tout cela, on distingue quand même un grand danger pour la France. Imaginez que la dissuasion nucléaire, qui est quand même au fondement de notre défense, soit frappée de caducité par le développement plutôt efficace de systèmes antimissiles appuyés sur des moyens spatiaux. Ou encore qu'une course aux armements spatiaux soit lancée, comme si on n'avait déjà pas cette dépense. Il faudrait alors que les États européens, donc via notre agence spatiale européenne, se hissent à la hauteur de la puissance militaire des autres États continents, américains, chinois, russes. Voilà pour l'idée générale. Je voulais juste dire 2 mots sur pourquoi traiter de tels sujets ici. C'est un truisme de dire que le monde dans lequel on vit, il est compliqué parce qu'il est globalisé, il est en extrême tension. On vit ça. Alors, dans les gens comme nous, qui vivons dans les métropoles occidentales, on ne s'en rend pas forcément compte. Mais le monde est terriblement instable et terriblement tendu. Alors face à tout ça, la réflexion sur la stratégie de défense et de sécurité, elle est en conséquence évidemment en perpétuelle évolution. Et nous considérons qu'on ne peut pas réserver cette réflexion aux seuls gens dont c'est le métier, par exemple les militaires, ou par exemple les gens des grands ministères régaliens, ministère des Armées ou ministère de l'Intérieur, les grands responsables politiques ou administratifs. On ne peut pas réserver exclusivement la réflexion à ces gens-là. On est obligé d'utiliser la puissance de réflexion, de recherche, de pensée qu'est l'université. Voilà pourquoi on vient vers l'université pour chercher des gens qui viennent nous apporter de la réflexion, de l'innovation et aussi de la prise de recul. Parce que nous, les gens de l'art, on est un peu, comme on dit chez nous, le nez dans le guidon. Et on a parfois du mal à essayer de les voir loin devant. Voilà. Et d'ailleurs, j'en veux pour preuve, il y a quelques heures à peine, Madame Florence Parly, donc le ministre des Armées, faisait un discours sur la situation de la France dans la lutte contre le terrorisme. Alors, le discours faisant 16 pages, je vais vous épargner ça, mais il y a 3-4 lignes dans lesquelles elle réaffirme sa volonté d'utiliser la puissance de recherche de l'université pour faire avancer la réflexion. Voilà. Et elle a dit clairement, elle va financer des doctorats pour travailler sur ces sujets. Ces sujets nous concernent tous, vous et moi, alors même que dans notre vie courante, finalement, on ne s'en rend pas compte.